Mais elle était pleine de convoitise, de rage, de haine. Cette robe au pli droit cachait un cœur bouleversé, et ses lèvres si pudiques ne racontaient pas la tourmente. Elle était amoureuse de Léon, et elle recherchait la solitude, afin de pouvoir plus à l'aise se délecter en son image. La vue de sa personne troublait la volupté de cette méditation. Emma palpitait au bruit de ses pas, puis, en sa présence, l'émotion tombait, et il ne lui restait ensuite qu'un immense étonnement, qui se finissait en tristesse. Léon ne savait pas, lorsqu'il sortait de chez elle désespéré, qu'elle se levait derrière lui afin de le voir dans la rue. Elle s'inquiétait de ses démarches, elle épiait son visage, elle inventa toute une histoire, pour trouver prétexte à visiter sa chambre. La femme du pharmacien lui semblait bien heureuse de dormir sous le même toit, et ses pensées continuellement s'abattaient sur cette maison, comme les pigeons du lion d'or qui venaient tremper là, dans les gouttières, leurs pattes roses et leurs ailes blanches. Mais plus Emma s'apercevait de son amour, plus elle le refoulait, afin qu'il ne parût pas, et pour le diminuer. Elle aurait voulu que Léon s'en doutât, et elle imaginait des hasards, des catastrophes qui l'eussent facilité. Ce qui la retenait, sans doute, c'était la paresse ou l'épouvante, et la pudeur aussi. Elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin, qu'il n'était plus temps, que tout était perdu. Puis l'orgueil, la joie de se dire « Je suis vertueuse », et de se regarder dans la glace en prenant des poses résignées, la consolait un peu du sacrifice qu'elle croyait faire. Alors, les appétits de la chair, les convoitises d'argent et les mélancolies de la passion, tout se confondit dans une même souffrance, et, au lieu d'en détourner sa pensée, elle l'y attachait davantage, s'excitant à la douleur et en cherchant, par toutes les occasions. Elle s'irritait d'un plat mal servi ou d'une porte entrebâillée, gémissait du velours qu'elle n'avait pas, du bonheur qui lui manquait, de ses rêves trop hauts, de sa maison trop étroite. Ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice. La conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile, et sa sécurité, là-dessus, de l'ingratitude. Pour qui donc était-elle sage? N'était-il pas, lui, obstacle à toute félicité, la cause de toute misère, et comme l'ardillon pointu de cette courroie complexe qui la bouclait de tous côtés? Donc, elle reporta sur lui seule la haine nombreuse qui résultait de ses ennuis, et chaque effort pour l'amoindrir ne servait qu'à l'augmenter, car cette peine inutile s'ajoutait aux autres motifs de désespoir et contribuait encore plus à l'écartement. Sa propre douceur à elle-même lui donnait des rébellions. La médiocrité domestique la poussa de fantaisies luxueuses, la tendresse matrimoniale en des désirs adultères. Elle aurait voulu que Charles la battît, pour pouvoir plus justement le détester, sans venger. Elle s'étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la pensée, et il fallait continuer à sourire, s'entendre répéter qu'elle était heureuse, faire semblant de l'être, le laisser croire. Elle avait des dégoûts, cependant, de cette hypocrisie. Des tentations la prenaient de s'enfuir avec Léon, quelque part, bien loin, pour essayer une destinée nouvelle, mais aussitôt il s'ouvrait dans son âme un gouffre vague, plein d'obscurité. D'ailleurs, il ne m'aime plus, pensait-elle, que devenir? Quel secours attendre, quelle consolation, quel allègement? Elle restait brisée, haletante, inerte, sanglotant à voix basse et avec des larmes qui coulaient. Pourquoi ne point le dire à monsieur? Lui demandait la domestique, lorsqu'elle entrait pendant ses crises. Ce sont les nerfs, répondait Emma, ne lui en parle pas, tu l'affligerais. Ah! Oui, reprenait Félicité, vous êtes justement comme la Guérine, la fille au père Guérin, le pêcheur du Pollet, que j'ai connue à Dieppe, avant de venir chez vous. Elle était si triste, qu'à la voir debout sur le seuil de sa maison, elle vous faisait l'effet d'un drap d'enterrement tendu devant la porte. Son mal, à ce qu'il paraît, était une manière de brouillard qu'elle avait dans la tête, et les médecins n'y pouvaient rien, ni le curé non plus. Quand ça la prenait trop fort, elle s'en allait toute seule sur le bord de la mer, si bien que le lieutenant de la douane,
En faisant sa tournée, souvent la trouvait étendue à plat, ventre et pleurant sur les galets. Puis, après son mariage, ça lui a passé, dit-on. Mais, moi, reprenait Emma, c'est après le mariage que ça m'est venu. 6. Un soir que la fenêtre était ouverte, et que, assise au bord, elle venait de regarder Lestiboudois, le bedeau, qui taillait le buis, elle entendit tout à coup sonner l'Angélus. On était au commencement d'avril, quand les primes sont écloses, un vent tiède se roule sur les plates-bandes labourées, et les jardins, comme des femmes, semblent faire leur toilette. Pour les fêtes de l'été. Par les barreaux de la tonnelle et haut. De là tout alentour, on voyait la rivière dans la prairie, où elle dessinait sur l'herbe des sinuosités vagabondes. La vapeur du soir passait entre les peupliers sans feuilles, estompant leur contour d'une teinte violette, plus pâle et plus transparente qu'une gaze subtile arrêtée sur leur branchage. Au loin, des bestiaux marchaient, on n'entendait ni leurs pas, ni leur mugissement, et la cloche, sonnant toujours, continuait dans les airs sa lamentation pacifique. À ce tintement répété, la pensée de la jeune femme s'égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension. Elle se rappela les grands chandeliers, qui dépassaient sur l'autel les vases pleins de fleurs et le tabernacle à colonnettes. Elle aurait voulu, comme autrefois, être encore confondue dans la longue ligne des voiles blancs, que marquaient de noir çà et là les capuchons raides des bonnes sœurs inclinées sur le prie-dieu, le dimanche, à la messe. Quand elle relevait sa tête, elle apercevait le doux visage de la Vierge parmi les tourbillons bleuâtres de l'encens qui montait. Alors un attendrissement la saisit, elle se sentit molle et tout abandonnée, comme un duvet d'oiseau qui tournoie dans la tempête, et ce fut sans en avoir conscience qu'elle s'achemina vers l'église, disposée à n'importe quelle dévotion, pourvu qu'elle y absorbât son âme, et que l'existence entière y disparût. Elle rencontra, sur la place, Lestiboudois, qui s'en revenait, car, pour ne pas renier la journée, il préférait interrompre sa besogne puis la reprendre, si bien qu'il tintait l'Angélus selon sa commodité. D'ailleurs, la sonnerie, faite plus tôt, avertissait les gamins de l'heure du catéchisme. Déjà quelques-uns, qui se trouvaient arrivés, jouaient aux billes sur les dalles du cimetière. D'autres, à califourchon sur le mur, agitaient leurs jambes, en fauchant avec leurs sabots les grandes orties poussées entre la petite enceinte et les dernières tombes. C'était la seule place qui fût verte, tout le reste n'était que pierre, et couvert continuellement d'une poudre fine, malgré le balai de la sacristie. Les enfants en chaussons couraient là, comme sur un parquet fait pour eux, et on entendait les éclats de leur voix à travers le bourdonnement de la cloche. Ils diminuaient avec les oscillations de la grosse corde qui, tombant des hauteurs du clocher, traînait à terre par le bout. Des hirondelles passaient en poussant de petits cris, coupaient l'air au tranchant de leur vol, et rentraient vite dans leur nid jaune, sous les tuiles du lamier. Au fond de l'église, une lampe brûlait, c'est-à-dire une mèche de veilleuse, dans un verre suspendu. Sa lumière, de loin, semblait une tache blanchâtre qui tremblait sur l'huile. Un long rayon de soleil traversait toute la nef, et rendait plus sombre encore les bas côtés et les angles. « Où est le curé ?» demanda Madame Bovary à un jeune garçon qui s'amusait à secouer le tourniquet dans son trou trop lâche. « Il va venir, répondit-il. » En effet, la porte du presbytère grinça, l'abbé Bournisien parut, les enfants, pêle-mêle, s'enfuirent dans l'église. « Ces polissons-là, » murmura l'ecclésiastique, toujours les mêmes. Et, ramassant un catéchisme, en lambeaux qu'il venait de heurter avec son pied. Ça ne respecte rien. Mais, dès qu'il aperçut Madame Bovary. « Excusez-moi, dit-il, je ne vous remettais pas. » Il fourra le catéchisme dans sa poche et s'arrêta, continuant à balancer entre deux doigts la lourde clé de la sacristie. La lueur du soleil couchant qui frappait, en plein son visage, pâlissait le lasting de sa soutane, luisante sous les coudes, effiloquée par le bas. Des taches de graisse et de tabac suivaient sur sa poitrine large la ligne des petits boutons, et elle devenait plus nombreuse, en s'écartant de son rabat, où reposaient les plis abondants de sa peau rouge, elle était semée
de macules jaunes qui disparaissaient dans les poils rudes de sa barbe grisonnante. Il venait de dîner et respirait bruyamment. « Comment vous portez-vous » ajouta-t-il. « Mal, » répondit Emma, « je souffre. » « Eh bien, moi aussi, » reprit l'ecclésiastique. « Ces premières chaleurs, n'est-ce pas, vous amollissent étonnamment ? Enfin, que voulez-vous ? Nous sommes nés pour souffrir, comme dit saint Paul. Mais, monsieur Bovary, qu'est-ce qu'il en pense ? Lui, fit-elle avec un geste de dédain. Quoi ? Répliqua le bonhomme tout étonné, il ne vous ordonne pas quelque chose ? Ah ! Dit Emma, ce ne sont pas les remèdes de la terre qu'il me faudrait. Mais le curé, de temps à autre, regardait dans l'église, où tous les gamins agenouillés se poussaient de l'épaule, et tombaient, comme des capucins de cartes. Je voudrais savoir, reprit-elle. Attends, Riboudet, cria l'ecclésiastique d'une voix. Colère, je m'en vas aller te chauffer les oreilles, mauvais galopin. Puis, se tournant vers Emma. C'est le fils de Boudet le charpentier, ses parents sont à l'heure. Aise lui laisse faire ses fantaisies. Pourtant il apprendrait vite, s'il le voulait, car il est plein d'esprit. Et moi, quelquefois, par plaisanterie, je l'appelle donc Riboudet, comme la côte que l'on prend pour aller à Marôme, et je dis même, mon Riboudet. Ah, mon Riboudet. L'autre jour, j'ai rapporté ce mot-là à monseigneur, qui en a ri. Il a daigné en rire. Et, monsieur Bovary, comment va-t-il ? Elle semblait ne pas entendre. Il continua. Toujours fort occupé, sans doute, car nous sommes certainement, lui et moi, les deux personnes de la paroisse, qui avons le plus à faire. Mais lui, il est le médecin des corps, ajouta-t-il avec un rire épais, et moi, je le suis des âmes. Elle fixa sur le prêtre des yeux suppliants. Oui, dit-elle, vous soulagez toutes les misères. Ah, ne m'en parlez pas, madame Bovary. Ce matin même, il a fallu que j'aille dans le Badiauville, pour une vache qui avait l'enfle, ils croyaient que c'était un sort. Toutes leurs vaches, je ne sais comment. Mais, pardon. Longuerma Riboudet. Saga. Papier. Voulez-vous bien finir ? Et, d'un bond, il s'élança dans l'église. Les gamins, alors, se pressaient autour du grand pupitre, grimpaient sur le tabouret du chantre, ouvraient le missel, et d'autres, à pas de loup, allaient se hasarder bientôt jusque dans le confessionnal. Mais le curé, soudain, distribua sur tous une grêle de soufflets. Les prenant par le collet de la veste, il les enlevait de terre et les reposait à deux genoux sur les pavés du chœur, fortement, comme s'il eût voulu les y planter. Allez, dit-il quand il fut revenu près d'Emma, et en déployant son large mouchoir d'indienne, dont il mit un angle entre ses dents, les cultivateurs sont bien à plaindre. Il y en a d'autres, répondit-elle. Assurément. Les ouvriers des villes, par exemple. Ce ne sont pas eux. Pardonnez-moi. J'ai connu là de pauvres mères de famille, des femmes vertueuses, je vous assure, de véritables saintes, qui manquaient même de pain. Mais celles, reprit Emma, et les coins de sa bouche se tordaient en parlant, celles, monsieur le curé, qui ont du pain, et qui n'ont pas de feu l'hiver, dit le prêtre. Eh, qu'importe ? Comment ? Qu'importe ? Il me semble, à moi, que lorsqu'on est bien chauffé, bien nourri. Car enfin. Mon Dieu, soupirait-elle. Vous vous trouvez gêné ? Fit-il, en s'avançant d'un air inquiet, c'est la digestion, sans doute. Il faut rentrer chez vous, madame Bovary, boire un peu de thé, ça vous fortifiera, ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade. Pourquoi ? Et elle avait l'air de quelqu'un qui se réveille d'un songe. C'est que vous passiez la main sur votre front. J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait. Puis, se ravisant. Mais vous me demandiez quelque chose ? Qu'est-ce donc ? Je ne sais plus. Moi ? Rien, répétait Emma. Et son regard,
qu'elle promenait autour d'elle, s'abaissa lentement sur le vieillard à soutane. Ils se considéraient tous, les deux, face à face, sans parler. Alors, Madame Bovary, dit-il enfin, faites excuse, mais le devoir avant tout, vous savez, il faut que j'expédie mes garnements. Voilà les premières communions qui vont venir. Nous serons encore surpris, j'en ai peur. Aussi, à partir de l'Ascension, je les tiens recta tous les mercredis 1 heure de plus. Ces pauvres enfants. On ne saurait les diriger trop tôt dans la voie du Seigneur, comme, du reste, il nous l'a recommandé lui. Même par la bouche de son divin Fils. Bonne santé, madame, mais respect à monsieur votre mari. Et il entra dans l'église, en faisant dès la porte une génuflexion. Emma le vit qui disparaissait entre la double ligne des bancs, marchant à pas lourds, la tête un peu penchée sur l'épaule, et, avec ses 2 mains entr'ouvertes, qu'il portait en dehors. Puis elle tourna sur ses talons, tout d'un bloc comme une statue, sur un pivot, et prit le chemin de sa maison. Mais la grosse voix du curé, la voix claire des gamins, arrivait encore à son oreille, et continuait derrière elle. Êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui, étant baptisé, baptisé. Elle monta les marches de son escalier, en se tenant à la rampe, et, quand elle fut dans sa chambre, se laissa tomber dans un fauteuil. Le jour blanchâtre des carreaux s'abaissait doucement avec des ondulations. Les meubles à leur place semblaient devenus plus immobiles et se perdre dans l'ombre, comme dans un océan ténébreux. La cheminée était éteinte, la pendule battait toujours, et Emma, vaguement s'ébahissa à ce calme des choses, tandis qu'il y avait en elle-même tant de bouleversements. Mais, entre la fenêtre et la table à ouvrage, la petite Berthe était là, qui chancelait sur ses bottines de tricot, et essayait de se rapprocher de sa mère, pour lui saisir, par le bout, les rubans de son tablier. « Laisse-moi, » dit celle-ci en l'écartant avec la main. La petite fille bientôt revint plus près encore contre ses genoux, et, s'y appuyant des bras, elle levait vers elle son gros œil bleu, pendant qu'un filet de salive pure découlait de sa lèvre sur la soie du tablier. « Laisse-moi, » répéta la jeune femme tout irritée. Sa figure épouvanta l'enfant, qui se mit à crier. « Eh, laisse-moi donc, » fit-elle en la repoussant du coude. Berthe alla tomber au pied de la commode, contre la patère de cuivre, elle s'y coupa la joue, le sang sortit. Madame Bovary se précipita pour la relever, cassa le cordon de la sonnette, appela la servante de toutes ses forces, et elle allait commencer à se maudire, lorsque Charles parut. C'était l'heure du dîner, il rentrait. « Regarde donc, cher ami, lui dit Emma d'une voix tranquille, voilà la petite qui, en jouant, vient de se blesser par terre. » Charles la rassura, le cas n'était point grave, et il alla chercher du diachylum. Madame Bovary ne descendit pas dans la salle, elle voulut demeurer seule à garder son enfant. Alors, en la contemplant dormir, ce qu'elle conservait d'inquiétude se dissipa par degrés, et elle se parut à elle-même bien sotte et bien bonne de s'être troublée tout à l'heure pour si peu de choses. Berthe, en effet, ne sanglotait plus. Sa respiration, maintenant, soulevait insensiblement la couverture de coton. De grosses larmes s'arrêtaient au coin de ses paupières à demi closes, qui laissaient voir entre les cils deux prunelles pâles, enfoncées, le sparadrap, collé sur sa joue, en tirait obliquement la peau tendue. C'est une chose étrange, pensait Emma, comme cet enfant est laide. Quand Charles, à 11 heures du soir, revint de la pharmacie, où il avait été remettre, après le dîner, ce qui lui restait du diachylum, il trouva sa femme debout auprès du berceau. « Puisque je t'assure que ce ne sera rien, » dit-il en la baisant au front, « ne te tourmente pas, pauvre chérie, tu te rendras malade. » Il était resté longtemps chez l'apothicaire. Bien qu'il ne s'y fût pas montré fort ému, Monsieur Homais, néanmoins, s'était efforcé de le raffermir, de lui remonter le moral. Alors on avait causé des dangers divers, qui menaçaient l'enfance, et de l'étourderie des domestiques. Madame Homais en savait
quelque chose, ayant encore sur la poitrine les marques d'une écuellée de braise qu'une cuisinière, autrefois, avait laissé tomber dans son sarrau. Aussi ses bons parents prenaient-ils quantité de précautions. Les couteaux jamais n'étaient affilés, ni les appartements cirés. Il y avait aux fenêtres des grilles en fer, et aux chambranles de fortes barres. Les petits hommes, malgré leur indépendance, ne pouvaient remuer sans un surveillant. Derrière eux, au moindre rhume, leur père les bourrait de pectoraux, et jusqu'à plus de 4 ans ils portaient tous, impitoyablement, des bourrelets matelassés. C'était, il est vrai, une manie de Madame Homais, son époux en était intérieurement affligé, redoutant pour les organes de l'intellect les résultats possibles d'une pareille compression, et il s'échappait jusqu'à lui dire: tu prétends donc en faire des Caraïbes ou des bottes au cul d'eau? Charles, cependant, avait essayé plusieurs fois d'interrompre la conversation. J'aurais à vous entretenir, avait-il soufflé bas à l'oreille du clerc, qui se mit à marcher devant lui dans l'escalier. Se douterait-il de quelque chose? Se demandait Léon. Il avait des battements de cœur et se perdait en conjectures. Enfin Charles, ayant fermé la porte, le pria de voir lui-même à Rouen quels pouvaient être les prix d'un beau daguerréotype. C'était une surprise sentimentale, qu'il réservait à sa femme, une attention fine, son portrait en habit noir. Mais il voulait auparavant savoir à quoi s'en tenir, ses démarches ne devaient pas embarrasser Monsieur Léon, puisqu'il allait à la ville toutes les semaines, à peu près. Dans quel but? Homais soupçonnait là-dessous quelque histoire de jeune homme, une intrigue. Mais il se trompait, Léon ne poursuivait aucune amourette. Plus que jamais il était triste, et Madame Lefrançois s'en apercevait bien à la quantité de nourriture qu'il laissait maintenant sur son assiette. Pour en savoir plus long, elle interrogea le percepteur. Binet répliqua, d'un ton rogue, qu'il n'était point payé par la police. Son camarade, toutefois, lui paraissait fort singulier, car souvent Léon se renversait sur sa chaise en écartant les bras, et se plaignait vaguement de l'existence. C'est que vous ne prenez point assez de distractions, disait le percepteur. Lesquelles? Moi, à votre place, j'aurais un tour. Mais je ne sais pas tourner, répondait le clerc. Oh, c'est vrai, faisait l'autre en caressant sa mâchoire, avec un air de dédain mêlé de satisfaction. Léon était là d'aimer sans résultat, puis il commençait à sentir cet accablement que vous cause la répétition de la même vie, lorsque aucun intérêt ne la dirige et qu'aucune espérance ne la soutient. Il était si ennuyé des Yonville et des Yonvillais, que la vue de certaines gens, de certaines maisons l'irritait à n'y pouvoir tenir, et le pharmacien, tout bonhomme qu'il était, lui, devenait complètement insupportable. Cependant, la perspective d'une situation nouvelle l'effrayait autant qu'elle le séduisait. Cette appréhension se tourna vite en impatience, et Paris alors agita pour lui, dans le lointain, la fanfare de ses bals masqués, avec le rire de ses grisettes. Puisqu'il devait y terminer son droit, pourquoi ne partait-il pas? Qui l'empêchait? Et il se mit à faire des préparatifs intérieurs. Il arrangea d'avancer occupation. Il se meubla, dans sa tête, un appartement. Il y mènerait une vie d'artiste. Il y prendrait des leçons de guitare. Il aurait une robe de chambre, un béret basque, des pantoufles de velours bleu. Et même il admirait déjà sur sa cheminée de fleuret en sautoir, avec une tête de mort et la guitare au dessus. La chose difficile était le consentement de sa mère, rien pourtant ne paraissait plus raisonnable. Son patron même l'engageait à visiter une autre étude, où il put se développer davantage. Prenant donc un parti moyen, Léon chercha quelques places de second clerc à Rouen, n'en trouva pas, et écrivit enfin à sa mère une longue lettre détaillée, où il exposait les raisons d'aller habiter Paris immédiatement. Elle y consentit. Il ne se hâta point. Chaque jour, durant tout un mois, hiver, transporta pour lui d'Yonville à Rouen, de Rouen à Yonville, des coffres, des valises, des paquets, et, quand Léon eut remonté sa garde-robe, fait rembourrer ses 3 fauteuils, acheter une provision de foulard, prit en un mot plus de disposition que
Pour un voyage autour du monde, il séjourna de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'il reçût une seconde lettre maternelle où on le pressait de partir, puisqu'il désirait, avant les vacances, passer son examen. Lorsque le moment fut venu des embrassades, Madame Homais pleura, Justin sanglotait, Homais, en homme fort, dissimula son émotion, il voulut lui-même porter le paletot de son ami jusqu'à la grille du notaire, qui emmenait Léon à Rouen dans sa voiture. Ce dernier avait juste le temps de faire ses adieux à Monsieur Bovary. Quand il fut au haut de l'escalier, il s'arrêta, tant il se sentait hors d'haleine. À son entrée, Madame Bovary se leva vivement. « C'est encore moi, » dit Léon. « J'en étais sûr. » Elle se mordit les lèvres, et un flot de sang lui courut sous la peau, qui se colora tout en rose, depuis la racine des cheveux jusqu'au bord de sa collerette. Elle restait debout, s'appuyant de l'épaule contre la boiserie. « Monsieur n'est donc pas là ?» reprit-il. « Il est absent. » Elle répéta. « Il est absent. » Alors il y eut un silence. Ils se regardèrent, et leurs pensées, confondues dans la même angoisse, s'étreignaient étroitement, comme deux poitrines palpitantes. « Je voudrais bien embrasser Berthe, » dit Léon. Emma descendit quelques marches, et elle appela Félicité. Il jeta vite autour de lui un large coup d'œil qui s'étala sur les murs, les étagères, la cheminée, comme pour pénétrer tout, emporter tout. Mais elle rentra, et la servante amena Berthe, qui secouait au bout d'une ficelle un moulin avant la tête en bas. Léon la baisa sur le cou à plusieurs reprises. « Adieu, pauvre enfant. Adieu, chère petite, adieu. » Et il la remit à sa mère. « Emmenez-la, » dit celle-ci. Ils restèrent seuls. Madame Bovary, le dos tourné, avait la figure posée contre un carreau. Léon tenait sa casquette à la main et la battait doucement le long de sa cuisse. « Il va pleuvoir, » dit Emma. « J'ai un manteau, » répondit-il. « Ah !» Elle se détourna, le menton baissé et le front en avant. La lumière y glissait comme sur un marbre, jusqu'à la courbe des sourcils, sans que l'on puisse savoir ce qu'Emma regardait à l'horizon ni ce qu'elle pensait au fond d'elle-même. « Allons, adieu !» soupira-t-il. Elle releva sa tête d'un mouvement brusque. « Oui, adieu. Partez. » Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, il tendit la main, elle hésita. « À l'anglaise donc ?» fit-elle abandonnant la sienne tout en s'efforçant de rire. Léon la sentit entre ses doigts, et la substance même de tout son être lui semblait descendre dans cette paume humide. Puis il ouvrit la main, leurs yeux se rencontrèrent encore, et il disparut. Quand il fut sous les halles, il s'arrêta, et il se cacha derrière un pilier, afin de contempler une dernière fois cette maison blanche avec ses 4 jalousies vertes. Il crut voir une ombre derrière la fenêtre, dans la chambre, mais le rideau, se décrochant de la patère comme si personne n'y touchait, remua lentement ses longs plis obliques, qui d'un seul bond s'étalèrent tous, et il resta droit, plus immobile qu'un mur de plâtre. Léon se mit à courir. Il aperçut de loin, sur la route, le cabriolet de son patron, et à côté un homme en serpillière, qui tenait le cheval. Homais et Monsieur Guillaumin causaient ensemble. On l'attendait. « Embrassez-moi, » dit l'apothicaire les larmes aux yeux. « Voilà votre paletot, mon bon ami, prenez garde au froid. Soignez-vous. Ménagez-vous. » « Allons, Léon, en voiture, » dit le notaire. Homais se pencha sur le garde-crotte, et d'une voix entrecoupée par les sanglots, laissa tomber ces 2 mots tristes. « Bon voyage. »« Bonsoir, » répondit Monsieur Guillaumin. Lâchez tout. Ils partirent, et Homais s'en retourna. Madame Bovary avait ouvert sa fenêtre sur le jardin, et elle regardait les nuages. Ils s'amoncelaient au couchant du côté de Rouen, et roulaient vite. Leurs volutes noires, d'où dépassaient par derrière les grandes lignes du soleil, comme les flèches d'or d'un trophée suspendu, tandis que le reste du ciel vide avait la blancheur d'une porcelaine. Mais une rafale de vent fit se courber les peupliers, et tout à coup la pluie tomba, elle crépitait sur les feuilles vertes.
Puis le soleil reparut, les poules chantèrent, des moineaux battaient des ailes dans les buissons humides, et les flaques d'eau sur le sable emportaient en s'écoulant les fleurs roses d'un acacia. Ah! Qu'il doit être loin déjà, pensa-t-elle. Monsieur Homais, comme de coutume, vint à 6h30, pendant le dîner. Eh bien, dit-il en s'asseyant, nous avons donc tantôt embarqué notre jeune homme? Il paraît, répondit le médecin. Puis, se tournant sur sa chaise. Et quoi de neuf chez vous? Pas grand-chose. Ma femme, seulement, a été, cet après-midi, un peu émue. Vous savez, les femmes, un rien les trouble. La mienne surtout. Et l'on aurait tort de se révolter là contre, puisque leur organisation nerveuse est beaucoup plus malléable que la nôtre. Ce pauvre Léon, disait Charles, comment va-t-il vivre à Paris? S'y accoutumera-t-il? Madame Bovary soupira. Allons donc, dit le pharmacien en claquant de la langue, les parties fines chez le traiteur, les bals masqués, le champagne. Tout cela va rouler, je vous assure. Je ne crois pas qu'il se dérange, objecta Bovary. Ni moi, reprit vivement monsieur Homais, quoi qu'il lui faudra pourtant suivre les autres, au risque de passer pour un jésuite. Et vous ne savez pas la vie que mènent ces farceurs-là, dans le quartier latin, avec les actrices. Du reste, les étudiants sont fort bien vus à Paris. Pour peu qu'ils aient quelque talent d'agrément, on les reçoit dans les meilleures sociétés, et il y a même des dames du faubourg Saint-Germain qui en deviennent amoureuses, ce qui leur fournit, par la suite, les occasions de faire de très beaux mariages. Mais, dit le médecin, j'ai peur pour lui que, là-bas. Vous avez raison, interrompit l'apothicaire, c'est le revers de la médaille. Et l'on y est obligé continuellement d'avoir la main posée sur son gousset. Ainsi, vous êtes dans un jardin public, je suppose, un quidam se présente, bien mis, décoré même, et qu'on prendrait pour un diplomate, il vous aborde, vous causez, il s'insinue, vous offre une prise ou vous ramasse votre chapeau. Puis on se lie davantage, il vous mène au café, vous invite à venir dans sa maison de campagne, vous fait faire, entre deux vins, toutes sortes de connaissances, et, les trois quarts du temps ce n'est que pour flibuster votre bourse ou vous entraîner en des démarches pernicieuses. C'est vrai, répondit Charles, mais je pensais surtout aux maladies, à la fièvre typhoïde, par exemple, qui attaque les étudiants de la province. Emma tressaillit. À cause du changement de régime, continua le pharmacien, et de la perturbation qui en résulte dans l'économie générale. Et puis, l'eau de Paris, voyez-vous. Les mets de restaurateurs, toutes ces nourritures épicées finissent par vous échauffer le sang et ne valent pas, quoi qu'on en dise, un bon pot-au-feu. J'ai toujours, quant à moi, préféré la cuisine bourgeoise, c'est plus sain. Aussi, lorsque j'étudiais à Rouen la pharmacie, je m'étais mis en pension dans une pension, je mangeais avec les professeurs. Et il continua donc à exposer ses opinions générales et ses sympathies personnelles, jusqu'au moment où Justin vint le chercher pour un lait de poule qu'il fallait faire. Pas un instant de répit, s'écria-t-il, toujours à la chaîne. Je ne peux sortir une minute. Il faut, comme un cheval de labour, être à suer sang et eau. Quel collier de misère. Puis, quand il fut sur la porte. À propos, dit-il, savez-vous la nouvelle? Quoi donc? C'est qu'il est fort probable, reprit Homais en dressant ses sourcils et en prenant une figure des plus sérieuses, que les comices agricoles de la Seine inférieure se tiendront cette année à Yonville-l'Abbaye. Le bruit, du moins, en circule. Ce matin, le journal en touchait quelque chose. Ce serait pour notre arrondissement de la dernière importance. Mais nous en causerons plus tard. J'y vois, je vous remercie, Justin la lanterne. 7. Le lendemain fut, pour Emma, une journée funèbre. Tout lui parut enveloppé par une atmosphère noire, qui flottait confusément sur l'extérieur des choses, et le chagrin s'engouffrait dans son âme. Avec des hurlements doux, comme fait le vent d'hiver dans les châteaux abandonnés.
C'était cette rêverie que l'on a sur ce qui ne reviendra plus, la lassitude qui vous prend après chaque fait accompli, cette douleur enfin que vous apporte l'interruption de tout mouvement accoutumé, la cessation brusque d'une vibration prolongée. Comme au retour de la Vaubyessard, quand les quadrilles tourbillonnaient dans sa tête, elle avait une mélancolie morne, un désespoir engourdi. Léon réapparaissait plus grand, plus beau, plus suave, plus vague, quoiqu'il fût séparé d'elle, il ne l'avait pas quitté, il était là, et les murailles de la maison semblaient garder son ombre. Elle ne pouvait détacher sa vue de ce tapis où il avait marché, de ces meubles vides où il s'était assis. La rivière coulait toujours, et poussait lentement ses petits flots le long de la berge glissante. Il s'y était promené bien des fois, à ce même murmure des ondes, sur les cailloux couverts de mousse. Quel bon soleil ils avaient eu! Quel bon après-midi, seul, à l'ombre, dans le fond du jardin. Il lisait tout haut, tête nue, posé sur un tabouret de bâton sec, le vent frais de la prairie faisait trembler les pages du livre et les capucines de la tonnelle. Ah! Il était parti, le seul charme de sa vie, le seul espoir possible d'une félicité. Comment n'avait-elle pas saisi ce bonheur-là, quand il se présentait? Pourquoi ne l'avoir pas retenu à deux mains, à deux genoux, quand il voulait s'enfuir? Et elle se maudit de n'avoir pas aimé Léon, elle eut soif de ses lèvres. L'envie la prit de courir le rejoindre, de se jeter dans ses bras, de lui dire « C'est moi, je suis à toi ». Mais Emma s'embarrassait d'avance, aux difficultés de l'entreprise, et ses désirs, s'augmentant d'un regret, n'en devenaient que plus actifs. Dès lors, ce souvenir de Léon fut comme le centre de son ennui, il y pétillait plus fort que, dans un steppe de Russie, un feu de voyageur abandonné sur la neige. Elle se précipitait vers lui, elle se blottissait contre, elle remuait délicatement ce foyer. Près de s'éteindre, elle allait cherchant tout autour d'elle ce qui pouvait la viver davantage, et les réminiscences les plus lointaines comme les plus immédiates occasions, ce qu'elle éprouvait avec ce qu'elle imaginait, ses envies de volupté qui se dispersaient, ses projets de bonheur, qui craquaient au vent comme des branchages morts, sa vertu stérile, ses espérances tombées, la litière domestique, elle ramassait tout, prenait tout, et faisait servir tout à réchauffer sa tristesse. Cependant les flammes s'apaisèrent, soit que la provision d'elle même s'épuisa, ou que l'entassement fut trop considérable. L'amour, peu à peu, s'éteignit par l'absence, le regret s'étouffa sous l'habitude, et cette lueur d'incendie qui empourprait son ciel pâle se couvrit de plus d'ombre, et s'effaça par degrés. Dans l'assoupissement de sa conscience, elle prit même les répugnances du mari pour des aspirations vers l'amant, les brûlures de la haine pour des réchauffements de la tendresse, mais, comme l'ouragan soufflait toujours, et que la passion se consuma jusqu'aux cendres, et qu'aucun secours ne vint, qu'aucun soleil ne parut, il fut de tous côtés nuit complète, et elle demeura perdue dans un froid horrible qui la traversait. Alors les mauvais jours de Tost recommencèrent. Elle s'estimait à présent beaucoup plus malheureuse, car elle avait l'expérience du chagrin, avec la certitude qu'il ne finirait pas. Une femme qui s'était imposée de si grands sacrifices pouvait bien se passer des fantaisies. Elle s'acheta un prie-dieu gothique, et elle dépensa en un mois, pour 14 francs de citron à se nettoyer les ongles, elle écrivit à Rouen, afin d'avoir une robe en cachemire bleu, elle choisit chez Lheureux la plus belle de ses écharpes, elle se la nouait à la taille, par-dessus sa robe de chambre, et, les volets fermés, avec un livre à la main, elle restait étendue sur un canapé dans cet accoutrement. Souvent, elle variait sa coiffure, elle se mettait à la chinoise, en boucle molle, en natte tressée, elle se fit une raie sur le côté de la tête et roula ses cheveux en dessous, comme un homme. Elle voulut apprendre l'italien, elle acheta des dictionnaires, une grammaire, une provision de papier blanc. Elle essaya des lectures sérieuses, de l'histoire et de la philosophie. La nuit, quelquefois, Charles se réveillait en sursaut, croyant qu'on venait le chercher pour un malade. « J'y vais », balbutiait-il. Et c'était le bruit d'une allumette, qu'Emma frottait afin de rallumer la lampe. Mais il en était de ses lectures comme de ses
tapisseries, qui, toutes commençaient à encombrer son armoire, elle les prenait, les quittait, passait à d'autres. Elle avait des accès, où on l'eût poussée facilement à des extravagances. Elle soutint un jour, contre son mari, qu'elle boirait bien un grand demi-verre d'eau de vie, et, comme Charles eut la bêtise de l'en défier, elle avala l'eau de vie jusqu'au bout. Malgré ses airs évaporés, c'était le mot de bourgeoise. Dionville. Emma pourtant ne paraissait pas joyeuse, et, d'habitude, elle gardait au coin de la bouche cette immobile contraction qui plisse la figure des vieilles filles et celle des ambitieux déchus. Elle était pâle partout, blanche comme du linge, la peau du nez se tirait vers les narines, ses yeux vous regardaient d'une manière vague. Pour s'être découvert 3 cheveux gris sur les tempes, elle parla à beaucoup de sa vieillesse. Souvent des défaillances la prenaient. Un jour même, elle eut un crachement de sang, et, comme Charles s'empressait, laissant apercevoir son inquiétude. « Ah bah, répondit-elle, qu'est-ce que cela fait ?» Charles s'alla réfugier dans son cabinet, et il pleura, les deux coudes sur la table, assis dans son fauteuil de bureau, sous la tête phrénologique. Alors il écrivit à sa mère, pour la prier de venir, et ils eurent ensemble de longues conférences au sujet d'Emma. À quoi se résoudre? Que faire, puisqu'elle se refusait à tout traitement? Sais-tu ce qu'il faudrait à ta femme? Reprenait la mère Bovary. Ce seraient des occupations forcées, des ouvrages manuels. Si elle était comme tant d'autres, contrainte à gagner son pain, elle n'aurait pas ces vapeurs-là, qui lui viennent d'un tas d'idées qu'elle se fourre dans la tête, et du désœuvrement où elle vit. Pourtant elle s'occupe, disait Charles. Ah, elle s'occupe. À quoi donc? À lire des romans, de mauvais livres, des ouvrages qui sont contre la religion et dans lesquels on se moque des prêtres par des discours tirés de Voltaire. Mais tout cela va loin, mon pauvre enfant, et quelqu'un qui n'a pas de religion finit toujours par tourner mal. Donc, il fut résolu que l'on empêcherait Emma de lire des romans. L'entreprise ne semblait point facile. La bonne dame s'en chargea. Elle devait, quand elle passerait par Rouen, aller en personne chez le loueur de livres et lui représenter qu'Emma cessait ses abonnements. N'aurait-on pas le droit d'avertir la police, si le libraire persistait quand même dans son métier d'empoisonneur? Les adieux de la belle-mère et de la bru furent secs. Pendant les 3 semaines qu'elles étaient restées ensemble, elles n'avaient pas échangé 4 paroles, à part les informations et compliments. Quand elles se rencontraient à table, et le soir avant de se mettre au lit. Madame Bovary mère partit un mercredi, qui était jour de marché à Yonville. La place, dès le matin, était encombrée par une file de charrettes, qui, tout à cul et les brancards en l'air, s'étendaient le long des maisons depuis l'église, jusqu'à l'auberge. De l'autre côté, il y avait des baraques de toile, où l'on vendait des cotonnades, des couvertures et des bas de laine, avec des licous pour les chevaux et des paquets de rubans bleus, qui par le bout s'envolaient au vent. De la grosse quincaillerie s'étalait par terre, entre les pyramides d'œufs et les bannettes de fromage, d'où sortaient des pailles gluantes, près des machines à blé, des poules qui gloussaient dans des cages plates passaient leur cou par les barreaux. La foule, s'encombrant au même endroit sans en vouloir bouger, menaçait quelquefois de rompre la devanture de la pharmacie. Les mercredis, elle ne désemplissait pas et l'on s'y poussait, moins pour acheter des médicaments que pour prendre des consultations, tant était fameuse la réputation du sieur Homais. Dans les villages circonvoisins, son robuste aplomb avait fasciné les campagnards. Ils le regardaient comme un plus grand médecin que tous les médecins. Emma était accoudée à sa fenêtre, elle s'y mettait souvent. La fenêtre, en province, remplace les théâtres et la promenade, et elle s'amusait à considérer la cohue des rustres, lorsqu'elle aperçut un monsieur vêtu d'une redingote de velours vert. Il était ganté de gants jaunes, quoiqu'il fût chaussé de fortes guêtres, et il se dirigeait vers la maison du médecin, suivi d'un paysan, marchant la tête basse d'un air tout réfléchi. « Puis-je voir monsieur ?» demanda-t-il à Justin, qui causait sur le seuil avec Félicité. Et, le prenant pour le domestique de la maison. « Dites-lui que monsieur Rodolphe Boulanger de la Huchette est là. »
Ce n'était point par vanité territoriale, que le nouvel arrivant avait ajouté à son nom la particule, mais afin de se faire mieux connaître. La Huchette, en effet, était un domaine près d'Yonville, dont il venait d'acquérir le château, avec 2 fermes, qu'il cultivait lui-même, sans trop se gêner cependant. Il vivait, en garçon, et passait pour avoir au moins 15 000 livres de rente. Charles entra dans la salle. Monsieur Boulanger lui présenta son homme, qui voulait être saigné, parce qu'il éprouvait des fourmis le long du corps. Ça me purgera, objectait-il à tous les raisonnements. Bovary commanda donc d'apporter une bande et une cuvette, et pria Justin de la soutenir. Puis, s'adressant aux villageois déjà blêmes. N'ayez point peur, mon brave. Non, non, répondit l'autre, marchez toujours. Et, d'un air fanfaron, il tendit son gros bras. Sous la piqûre de la lancette, le sang jaillit et alla s'éclabousser contre la glace. Approche le vase, exclama Charles. Guette, disait le paysan, on jurerait une petite fontaine qui coule. Comme j'ai le sang rouge. Ce doit être bon signe, n'est-ce pas? Quelquefois, reprit l'officier de santé, l'on n'éprouve rien au commencement, puis la syncope se déclare, et plus particulièrement chez les gens bien constitués, comme celui-ci. Le campagnard, à ces mots, lâcha l'étui qu'il tournait entre ses doigts. Une saccade de ses épaules fit craquer le dossier de la chaise. Son chapeau tomba. Je m'en doutais, dit Bovary en appliquant son doigt sur la veine. La cuvette commençait à trembler aux mains de Justin, ses genoux chancelèrent, il devint pâle. Ma femme, appela Charles. D'un bond, elle descendit l'escalier. Du vinaigre, cria-t-il. Ah, mon Dieu, 2 à la fois. Et, dans son émotion, il avait peine à poser la compresse. Ce n'est rien, disait tout tranquillement Monsieur Boulanger, tandis qu'il prenait Justin entre ses bras. Et il l'assit sur la table, lui appuyant le dos contre la muraille. Madame Bovary se mit à lui retirer sa cravate. Il y avait un nœud au cordon de la chemise. Elle resta quelques minutes à remuer ses doigts légers dans le cou du jeune garçon, ensuite elle versa du vinaigre sur son mouchoir de batiste, elle lui en mouillait les tempes à petits coups et elle soufflait dessus, délicatement. Le charretier se réveilla, mais la syncope de Justin durait encore, et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique. Pâles, comme des fleurs bleues dans du lait. Il faudrait, dit Charles, lui cacher cela. Madame Bovary prit la cuvette. Pour la mettre sous la table, dans le mouvement qu'elle fit en s'inclinant, sa robe, c'était une robe d'été à 4 volants, de couleur jaune, longue de taille, large de jupe. Sa robe s'évasa autour d'elle sur les carreaux de la salle, et, comme Emma, baissée, chancelait un peu en écartant les bras, le gonflement de l'étoffe se crevait de place en place, selon les inflexions de son corsage. Ensuite elle alla prendre une carafe d'eau, et elle faisait fondre des morceaux de sucre lorsque le pharmacien arriva. La servante l'avait été chercher dans l'algarade, en apercevant son élève les yeux ouverts, il reprit haleine. Puis, tournant autour de lui, il le regardait de haut en bas. Sot, disait-il, petit sot, vraiment. Sot en 3 lettres. Grand-chose, après tout, qu'une phlébotomie. Et un gaillard qui n'a peur de rien. Une espèce d'écureuil, tel que vous le voyez, qui monte locher des noix à des hauteurs vertigineuses. Ah! Oui, parle, vante-toi. Voilà de belles dispositions à exercer plus tard. La pharmacie, car tu peux te trouver appelé en des circonstances graves, par devant les tribunaux, afin d'y éclairer la conscience des magistrats, et il faudra pourtant garder son sang-froid, raisonner, se montrer homme, ou bien passer pour un imbécile. Justin ne répondait pas. L'apothicaire continuait. Qui t'a prié de venir? Tu importunes toujours monsieur et madame. Les mercredis, d'ailleurs, ta présence m'est plus indispensable. Il y a maintenant 20 personnes à la maison. J'ai tout quitté à cause de l'intérêt que je te porte. Allons, va-t'en. Cours. Attends-moi, et surveille les bocaux. Quand Justin,
qui se rhabillait, fut parti, l'on causa quelque peu. Des évanouissements. Madame Bovary n'en avait jamais eu. C'est extraordinaire pour une dame, dit monsieur Boulanger. Du reste, il y a des gens bien délicats. Ainsi j'ai vu, dans une rencontre, un témoin perdre connaissance rien qu'au bruit des pistolets que l'on chargeait. Moi, dit l'apothicaire, la vue du sang des autres ne me fait rien du tout, mais l'idée seulement du mien, qui coule suffirait à me causer des défaillances, si j'y réfléchissais trop. Cependant monsieur Boulanger congédia son domestique, en l'engageant à se tranquilliser l'esprit, puisque sa fantaisie était passée. Elle m'a procuré l'avantage de votre connaissance, ajouta-t-il. Et il regardait Emma durant cette phrase. Puis il déposa 3 francs, sur le coin de la table, salua négligemment et s'en alla. Il fut bientôt de l'autre côté de la rivière, c'était son chemin. Pour s'en retourner à la Huchette, et Emma l'aperçut dans la prairie, qui marchait sous les peupliers, se ralentissant de temps à autre, comme quelqu'un qui réfléchit. Elle est fort gentille. Se disait-il, elle est fort gentille, cette femme du médecin. De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure comme une Parisienne. D'où diable sort elle? Où donc l'a-t-il trouvé, ce gros garçon-là? Monsieur Rodolphe Boulanger avait 34 ans, il était de tempérament brutal, et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes, et s'y connaissant bien. Celle-là lui avait paru jolie, il y rêvait donc, et à son mari. Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans doute. Il porte des ongles sales et une barbe de 3 jours. Tandis qu'il trottine assez malade, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s'ennuie. On voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme. S'abaille après l'amour, comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec 3 mots de galanterie, cela vous adorerait, j'en suis sûr. Ce serait tendre. Charmant. Oui, mais comment s'en débarrasser ensuite? Alors les encombrements du plaisir, entrevus en perspective, le firent, par contraste, songer à sa maîtresse. C'était une comédienne de Rouen, qui l'entretenait, et, quand il se fut arrêté sur cette image, dont il avait, en souvenir même, des rassasiements. Ah, Madame Bovary, pensa-t-il, est bien plus jolie qu'elle, plus fraîche surtout. Virginie, décidément, commence à devenir trop grosse. Elle est si fastidieuse avec ses joies. Et, d'ailleurs, quelle manie de salicoque. La campagne était déserte, et Rodolphe n'entendait autour de lui que le battement régulier des herbes, qui fouettaient sa chaussure, avec le cri des grillons tapis au loin sous les avoines. Il revoyait Emma dans la salle, habillée comme il l'avait vue, et il la déshabillait. Oh, je l'aurai, s'écria-t-il en écrasant, d'un coup de bâton, une motte de terre devant lui. Et aussitôt il examina la partie politique de l'entreprise. Il se demandait où se rencontrer, par quels moyens. On aura continuellement le marmot sur les épaules, et la bonne, les voisins, le mari, toutes sortes de tracasseries considérables. Ah bah, dit-il, on y perd trop de temps. Puis il recommença. C'est qu'elle a des yeux qui vous entrent au cœur comme des vrilles. Et ce teint pâle. Moi, qui adore les femmes pâles. Au haut de la côte d'Argueil, sa résolution était prise. Il n'y a plus qu'à chercher les occasions. Eh bien, j'y passerai quelquefois, je leur enverrai du gibier, de la volaille, je me ferai saigner, s'il le faut, nous deviendrons amis, je les inviterai chez moi. Ah, parbleu, ajouta-t-il, voilà les comices. Bientôt, elle y sera, je la verrai. Nous commencerons, et hardiment, car c'est le plus sûr. 8. Ils arrivèrent, en effet, ces fameux comices. Dès le matin de la solennité, tous les habitants, sur le porte, s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie, une tente dans un pré était dressée pour le festin, et, au milieu de la place, devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs.
Lauréat. La garde nationale de Buchy, il n'y en avait point à Yonville, était venu s'adjoindre au corps des pompiers, dont Binet était le capitaine. Il portait ce jour-là un col encore plus haut que de coutume, et, sanglé dans sa tunique, il avait le buste si roide et immobile, que toute la partie vitale de sa personne semblait être descendue dans ses deux jambes, qui se levaient en cadence, à pas marqués, d'un seul mouvement. Comme une rivalité subsistait entre le percepteur et le colonel, l'un et l'autre, pour montrer leur talent, faisaient à part manœuvrer leurs hommes. On voyait alternativement passer et repasser les épaulettes rouges et les plastrons noirs. Cela ne finissait pas et toujours recommençait. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompes. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leur maison, des drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entr'ouvertes, tous les cabarets étaient pleins, et, par le beau temps qu'il faisait, les bonnets empesés, les croix d'or et les fichus de couleur paraissaient plus blancs que neige, miroitaient au soleil clair, et relevaient de leur bigarrure éparpillée la sombre monotonie des redingotes et des bourgerons bleus. Les fermières des environs retiraient, en descendant de cheval, la grosse épingle qui leur serrait autour du corps leur robe retroussée de peur des taches, et les maris, au contraire, afin de ménager leurs chapeaux, gardaient par-dessus des mouchoirs de poche, dont ils tenaient un angle entre les dents. La foule arrivait dans la grande rue par les deux bouts du village. Il s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons, et l'on entendait de temps à autre retomber le marteau des portes, derrière les bourgeois en gants de fil, qui sortaient pour aller voir la fête. Ce que l'on admirait surtout, c'était de longs yves couverts de lampions, qui flanquaient une estrade où s'allaient tenir les autorités, et il y avait de plus, contre les 4 colonnes de la mairie, 4 manières de Gaulle, portant chacune un petit étendard de toile verdâtre, enrichi d'inscriptions en lettres d'or. On lisait sur l'un au commerce, sur l'autre à l'agriculture, sur le 3e à l'industrie, et sur le 4e aux beaux-arts. Mais la jubilation, qui épanouissait tous les visages, paraissait assombrir Madame Lefrançois, l'aubergiste. Debout sur les marches de sa cuisine, elle murmurait dans son menton. Quelle bêtise! Quelle bêtise avec leur baraque de toile! Croit-il que le préfet sera bien aise de dîner là-bas, sous une tente, comme un saltimbanque? Ils appellent ces embarras-là faire le bien du pays. Ce n'était pas la peine, alors, d'aller chercher un gargotier à Neuchâtel. Et pour qui? Pour des vachers. Des va-nu-pieds. L'apothicaire passa. Il portait un habit noir, un pantalon de nankin, des souliers de castor, et par extraordinaire un chapeau bas de forme. Serviteur, dit-il, excusez-moi, je suis pressé. Et comme la grosse veuve lui demanda où il allait. Cela vous semble drôle, n'est-ce pas? Moi qui reste toujours plus confiné dans mon laboratoire, que le rat du bonhomme dans son fromage. Quel fromage? Fit l'aubergiste. Non, rien. Ce n'est rien, reprit Homais. Je voulais vous exprimer seulement, Madame Lefrançois, que je demeure d'habitude tout reclus chez moi. Aujourd'hui cependant, vu la circonstance, il faut bien que... Ah! Vous allez là-bas? Dit-elle avec un air de dédain. Oui, j'y vais, répliqua l'apothicaire étonné, ne fais-je point partie de la commission consultative? La mère Lefrançois le considéra quelques minutes, et finit par répondre en souriant. C'est autre chose. Mais qu'est-ce que la culture vous regarde? Vous vous y entendez donc? Certainement, je m'y entends, puisque je suis pharmacien, c'est-à-dire chimiste. Et la chimie, Madame Lefrançois, ayant pour objet la connaissance de l'action réciproque et moléculaire de tous les corps de la nature, il s'ensuit que l'agriculture se trouve comprise dans son domaine. Et, en effet, composition des engrais, fermentation des liquides, analyse des gaz et influence des miasmes, qu'est-ce que tout cela, je vous le demande, si ce n'est de la chimie pure et simple? L'aubergiste ne répondit rien. Homais continua. Croyez-vous qu'il faille, pour être agronome, avoir soi-même
labourer la terre ou engraisser des volailles, mais il faut connaître plutôt la constitution des substances dont il s'agit, les gisements géologiques, les actions atmosphériques, la qualité des terrains, des minéraux, des eaux, la densité des différents corps et leur capillarité, que sais-je. Et il faut posséder à fond tous ces principes d'hygiène, pour diriger, critiquer la construction des bâtiments, le régime des animaux, l'alimentation des domestiques. Il faut encore, Madame Lefrançois, posséder la botanique, pouvoir discerner les plantes, entendez-vous, quelles sont les salutaires d'avec les délétères, quelle est improductive et quelle est nutritive, s'il est bon de les arracher par-ci et de les ressemer par-là, de propager les unes, de détruire les autres, bref, il faut se tenir au courant de la science par les brochures et papiers publics, et être toujours en haleine, afin d'indiquer les améliorations. L'aubergiste ne quittait point des yeux la porte du café français, et le pharmacien poursuivit. Plus à Dieu que nos agriculteurs fussent des chimistes, ou que, du moins ils écoutassent davantage les conseils de la science. Ainsi, moi, j'ai dernièrement écrit un fort opuscule, un mémoire de plus de 72 pages, intitulé « Du cidre, de sa fabrication et de ses effets », suivi de quelques réflexions nouvelles à ce sujet, que j'ai envoyé à la Société agronomique de Rouen, ce qui m'a même valu l'honneur d'être reçu parmi ses membres, section d'agriculture, classe de pomologie, eh bien, si mon ouvrage avait été livré à la publicité,